Ce soir, possible contestation fédérale des lois 96 et 21 du Québec. Le ministre de la Justice, David Lametti, répond à nos questions. Gel des armes de poing au pays. Le groupe Police se souvient réagit au nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Et à 2 jours du vote en Ontario, on fait le point sur la campagne électorale avec les politologues Geneviève Tellier et Stéphanie Chouinard. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La possible contestation des lois 96 et 21 du Québec par le gouvernement fédéral continue de faire des vagues à Ottawa. On se rappelle que la semaine dernière, le ministre de la Justice, David Lametti, a affirmé avoir certaines craintes quant à l'application de la loi 96 sur la protection du français au Québec. Le ministre Lametti a annoncé du même souffle que son gouvernement n'hésitera pas à participer à une éventuelle contestation en Cour suprême de la loi 21 du Québec sur la laïcité de l'État. Alors voici ce que le Bloc québécois avait à reprocher aujourd'hui au gouvernement Trudeau. Le ministre de la Justice, toutefois, et le premier ministre ont exprimé une intention ferme d'aller jusqu'en Cour suprême contre la loi 21 et la loi 96, elle-même prolongement de la loi 101. Autrement dit, il amène le débat en terrain ami aux résultats prévisibles. Mais comment ça s'explique, ça, Monsieur le Président? Parce qu'au fond, la question au premier ministre est celle-ci. Est-ce que l'anglais est menacé au Québec? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, par rapport à la loi 21, on est du côté des Québécois qui sont choqués et déçus qu'une jeune enseignante ne puisse plus pratiquer sa profession. On appuie et on suit les Québécois qui défendent leurs droits en cours face à cette loi qu'ils trouvent injuste. On s'attend à ce que cette affaire soit portée en appel devant la Cour suprême du Canada et si ça se produit, notre gouvernement est déterminé à contribuer au débat, étant donné les vastes implications pour tous les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays et la nécessité de défendre la Charte des droits et libertés. Et j'ai justement eu l'occasion de discuter lundi des lois 96 et 21 du Québec avec le ministre fédéral de la Justice, David Lametti. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Commençons d'abord par la loi 96, dont l'objectif, c'est de s'assurer que le français est utilisé exclusivement dans les lieux de travail et les municipalités du Québec. Qu'est-ce qui suscite vos craintes dans cette toute nouvelle législation québécoise? Écoutez, d'abord, il faut souligner que je suis québécois et donc je surveille la loi non seulement comme ministre de la Justice, mais aussi comme citoyen. Et nous voulons tous protéger le français. Nous voulons tous non seulement protéger le français, mais faire en sorte que le français continue à s'épanouir. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec notre projet de loi pour protéger les langues officielles, où on a traité le Québec d'une façon et le français au Québec d'une façon asymétrique pour la première fois dans l'histoire du Canada. Ouais. Avec le projet de loi 96, en tant que juriste, j'ai des craintes pour l'accès à la justice en anglais qui est protégé dans la Constitution. Il faut évidemment voir la mise en œuvre. Mais certaines mesures proposées, comme la façon dont la loi voudrait choisir les juges, ou bien les obligations de traduire les documents, ça pourrait être une entrave ou ça pourrait avoir un impact négatif sur l'accès à la justice en anglais. Si c'est le cas, ça va aller contre l'article 133 de la Constitution. Il y a aussi le statut des peuples autochtones et ça aussi, en tant que juriste, c'est quelque chose qui me concerne. Évidemment, en tant que citoyen, j'ai peur pour l'accès à l'éducation, j'ai peur pour l'accès aux services de santé et le tout protégé par l'utilisation préventive de la clause nonobstant. On va y revenir Exactement. Dans un instant, parce que vous dites, bon, il faudra voir la mise en œuvre de cette loi, parce qu'on sait que vous avez annoncé la semaine dernière que votre gouvernement va intervenir dans une contestation devant la Cour suprême d'une autre loi québécoise, la loi 21 sur la laïcité, qui est en vigueur donc au Québec depuis 2019. Est-ce qu'Ottawa pourrait contester de la même façon la loi 96?
Oui, c'est une possibilité. Pour l'instant, comme j'ai dit, on va voir la mise en œuvre. Parce qu'il y a des façons d'implémenter la loi 96 qui pourraient rester à l'intérieur des compétences du Québec, ou aussi à l'intérieur de la Constitution canadienne. Donc, on va surveiller de près la mise en œuvre de la loi pour voir s'il dépasse ses limites. Parlons maintenant de l'utilisation de la clause non-obstant de la Charte canadienne des droits et libertés. On sait que le gouvernement du Québec, dans le cadre des deux lois, 96 et 21, a eu recours à non-obstant avant même d'adopter les législations, avant même qu'elles soient contestées devant les tribunaux. Le Québec, visiblement, n'hésite pas à utiliser la clause non-obstant. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de procéder par le gouvernement de François Legault? J'ai des inquiétudes, je l'avais dit dès le début. C'était toujours envisagé, je me souviens des débats au début des années 80, c'était toujours le dernier mot. Donner le dernier mot à la législature en dialogue avec les tribunaux. Et donc, c'était pas conçu d'être le premier mot, de effectivement contourner les analyses politiques ou les analyses juridiques, surtout devant les tribunaux. Et c'est exactement l'impact que l'utilisation préventive accomplit. Et c'est quelque chose qui va contre même la structure de la Charte. La Charte donne, soit la Charte canadienne, soit la Charte québécoise. Ouais. Les chartes donnent une énumération des droits protégés et puis un article pour équilibrer les limites dans une société libre et démocratique. Est-ce que et puis ensuite, il faut aller à la clause non-obstante après avoir eu un jugement d'un tribunal. Justement, est-ce que la contestation du gouvernement fédéral pourrait porter sur la façon dont on utilise non-obstant aujourd'hui, 40 ans finalement après l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés? Oui, tout à fait. Je vais pas. Effectivement, on verra l'étape. On verra évidemment le jugement de la Cour d'appel du Québec. Et ensuite, si l'appel si l'appel est accueilli par la Cour suprême, s'il y a une demande, avant tout, nous allons surveiller les arguments. Mais oui, c'est un argument potentiel. Certainement, c'est l'inquiétude que j'ai en tant que juriste, en tant que ministre. Oui. Entre-temps, il y a le premier ministre du Québec, M. Legault, qui dit que c'est un manque de respect de la part de votre gouvernement de vouloir contester des lois qui sont dûment adoptées par l'Assemblée nationale. Il y a le ministre Jolin Barrette qui dit même à Ottawa de se mêler de ses affaires. Est-ce que votre gouvernement est en train de donner des munitions au gouvernement autonomiste de François Legault à la veille des élections au Québec, vous croyez? Pas du tout. Ils sont en train de faire la politique. Écoutez, le gouvernement de Legault a contesté la loi fédérale sur le prix sur la pollution. Ils ont contesté une loi fédérale qui reconnaissait le droit des Autochtones de s'occuper de leurs propres enfants. Et ils sont allés devant les tribunaux, ils ont contesté la compétence fédérale. Ils ont perdu les deux fois. Mais c'est normal. Depuis le début du pays, effectivement, on a chaque palier du gouvernement qui conteste les limites, les compétences de l'autre. Je peux sourire en disant qu'une cour de droit en première année, une cour de droit constitutionnel en première année est remplie des contestations de l'un côté ou l'autre. C'est pas un manque de respect, c'est normal. Ouais. Et ils sont en train de jouer la politique. Alors, on verra les suites qu'on va donner à ces lois 96 et 21. Monsieur le ministre, j'aimerais qu'on parle maintenant du nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu que votre gouvernement a déposé ce lundi. Donc, vous annoncez un gel national des armes de poing qui va empêcher d'acheter des nouvelles armes de poing, de les vendre, de les transférer. Pourquoi votre gouvernement n'y est pas allé avec une interdiction nationale pure et simple des armes de poing? C'est une façon non seulement de geler le marché ou de mettre une cape sur la quantité d'armes de poing dans le pays, mais c'est aussi une façon de respecter la grande majorité des propriétaires qui suivent des règlements, qui suivent des lois. Et donc, c'est très important de le respecter aussi. Ils
pourraient continuer à être propriétaires de leurs armes à feu. Oui, parce qu'ils ont déjà comme des droits acquis, finalement. Ils vont garder un droit acquis. Tout à fait. Et donc, évidemment, on a des limites sur les transferts, etc. Mais l'important, c'est vraiment de agir parce qu'il y a un défi dans le pays, justement à travers le pays, au Québec, en Ontario et dans les autres provinces aussi. Ouais. Je vais terminer avec les armes semi-automatiques parce qu'il nous reste quelques secondes seulement. Les groupes de pression comme Police se souvient réclament depuis des années une vraie interdiction au Canada des armes d'assaut. Il y a encore plusieurs modèles qui échappent à l'interdiction alors qu'il y a des nouveaux modèles qui continuent d'être mis sur le marché au Canada. Quand on regarde ce qui s'est passé encore la semaine dernière dans une école primaire du Texas, 19 enfants tués par une arme semi-automatique, est-ce que votre gouvernement aurait pu en faire plus quant aux armes d'assaut, aux armes de type militaire? On a déjà fait beaucoup. On a commencé avec 1500 armes à feu sur la liste. Maintenant, on a ajouté à peu près 300. On va continuer d'en ajouter et on va continuer à travailler sur la définition pour avoir une définition qui est globale. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait réitéré aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler, surtout avec Police se souvient et d'autres, pour avoir une réponse cohérente. Mais l'arme à feu est déjà bannie. L'arme à feu employée au Texas, si je ne me trompe pas, est déjà bannie au Canada. Oui, donc on verra si l'interdiction va plus loin éventuellement. David Lametti, je rappelle que vous êtes ministre de la Justice. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. J'en parlais il y a un instant avec le ministre de la Justice. Les libéraux ont dévoilé lundi leur nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Ottawa propose notamment d'instaurer un gel national des armes de poing au pays et d'interdire à compter de l'automne l'achat, la vente, l'importation et le transfert d'armes de poing. Alors, pour réagir à ça, je retrouve Heidi Rajchen, qui est coordonnatrice du groupe Police se souvient. Bonsoir, Madame Rajchen. Bonsoir. D'abord, sur le projet de loi dans son ensemble, la précédente mouture qui avait été présentée au mois de février 2021 prévoyait que ce soit aux villes d'interdire les armes de poing sur leur territoire. Maintenant, le gouvernement fédéral y va d'un gel national. Avez-vous le sentiment que le gouvernement Trudeau vous a écouté, vous a entendu depuis le projet de loi qu'il avait présenté l'an dernier? J'en suis convaincue et j'ajouterais aussi qu'ils ont écouté les municipalités qui avaient presque unanimement rejeté l'idée de leur refiler la responsabilité d'interdire les armes de poing, et aussi beaucoup de provinces qui voulaient pas cette responsabilité-là. En fait, il n'y a pas une province dont le gouvernement a dit qu'il était prêt à le faire. Ouais. Donc à tout leur crédit, les libéraux ont écouté les différents intervenants concernés et aussi le public, parce que les sondages montrent que 70% des Canadiens non seulement appuient une interdiction des armes d'assaut, mais 70% préfèrent une mesure fédérale. Ouais. Parlons d'abord des armes de poing, donc ce gel au pays. Le gouvernement annonce un gel et non pas une interdiction, justement. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous auriez souhaité une interdiction totale des armes de poing au Canada? Et c'est certain qu'une interdiction totale aurait été l'idéal, mais nous faisions face à un gouvernement qui était pas mal déterminé à refiler cette responsabilité à d'autres juridictions. Mm-hmm. Donc, l'année passée, c'était aux municipalités, mais dans le cadre des dernières élections, ils l'ont dit aux provinces. Alors, encore, on avait peur que ce serait ça le résultat. Et donc, et ça aurait été un désastre, non seulement au niveau des enjeux de sécurité publique, parce que ça aurait été inefficace, mais aussi politiquement, ça aurait garanti que le débat serait éternel et jamais réglé. Donc, le fait d'avoir une mesure qui n'est pas idéale, mais qui est au niveau fédéral et qui empêche le problème de s'empirer, et avec un gel, ça peut prendre quelques générations, mais en bout de ligne, c'est une interdiction parce que les gens qui les possèdent maintenant, quand ils sont plus ici avec nous, ben ces armes-là, éventuellement, il y aura plus d'armes de poing dans les mains de Canadiens. Mais c'est ça. Puis là, on peut regarder les provinces, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Peut-être les provinces pourraient aller plus loin
comme accélérer un peu le cheminement vers l'objectif de sortir ces armes-là des mains de citoyens privés au Canada. Bon, parlons maintenant de l'interdiction des armes d'assaut. On se rappelle qu'Ottawa avait interdit l'an dernier 1500 armes d'assaut de type militaire et avait annoncé en même temps un programme de rachat volontaire de ces armes. Vous, de votre côté, Apolli se souvient, vous aviez demandé d'inclure toutes les armes d'assaut, actuelles et futures. Le gouvernement Trudeau dit qu'il va s'adapter au fur et à mesure que des nouvelles armes vont faire leur entrée sur le marché. Est-ce que ça vous rassure? Nous sommes optimistes. Alors, c'est vrai que, puis il faut reconnaître que les décrets qui ont émis en mai 2020, qui ont interdit 1500, donc 1500 modèles d'armes d'assaut, et il y a à peu près 300 qui se sont ajoutés depuis. Donc ça, c'est un pas historique. Et on applaudit aussi le fait qu'ils ont aussi évolué sur leur retrait par rapport au rachat obligatoire. Donc ça, c'est excellent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une interdiction des armes d'assaut, c'est une liste d'armes d'assaut prohibées. Et cette liste-là n'est pas complète. Il existe des milliers d'armes d'assaut qui circulent présentement, comme les SKS, qui ne sont pas sur la liste, qui demeurent légales et même non restreintes. Et deuxièmement, il y a des nouvelles armes d'assaut qui sont déjà rentrées sur le marché, qui déjouent les critères et les décrets, qui sont fabriqués au Canada puis introduits sur le marché depuis les décrets de mai 2020. Donc, ce que nous, on veut, évidemment, c'est de tourner la page puis pouvoir enfin dire que le Canada a une interdiction des armes d'assaut et permettre aux familles des victimes d'enfin avoir comme une fin de cette histoire-là, puis pouvoir être content qu'en bout de ligne, leurs filles ne sont pas mortes en vain et qu'ils ont réussi à avoir la mesure principale pour laquelle on se bat ensemble depuis bientôt 33 ans. Oui, c'est ça. Alors, ça fait pas partie du projet de loi. Il faut dire que les nouvelles armes d'assaut qui sont rentrées sur le marché, c'est pas mal récent. Donc, peut-être que ce qu'envisageait le gouvernement a pas prévu comment l'industrie a pu déjouer ce qu'on a maintenant. Et on est optimiste. On a confiance cette fois au gouvernement, étant donné la force du projet de loi et d'autres choses. Ils vont livrer la marchandise sur l'interdiction des armes d'assaut et que le projet de loi final, une fois adopté, va régler cette question une fois pour toutes. Oui, c'est ça. Visiblement, vous êtes plus positif que lors du dépôt de la première mouture, de la plus récente mouture de cette loi. Toujours sur cette loi sur le contrôle des armes à feu, il s'attaque aussi, ce projet de loi, à la violence conjugale et prévoit des mesures dites de drapeau rouge qui permettraient aux tribunaux d'exiger que les personnes considérées comme dangereuses remettent leurs armes à feu aux policiers. Vous demandez cette mesure depuis longtemps. Apolli se souvient. Quelle différence ça va faire selon vous? Donc, aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un fait l'objet d'une ordonnance de protection, par exemple, parce qu'il harcèle une victime potentielle, les autorités ont la discrétion de lui aussi enlever ses armes à feu, donc révoquer son permis, mais aussi la discrétion de lui laisser ses armes à feu. Et donc, la nouvelle mesure est excellente dans le sens que c'est obligatoire. Si quelqu'un fait l'objet d'une ordonnance de protection en lien avec la violence conjugale, cette ordonnance de protection viendrait automatiquement avec une prohibition de posséder des armes à feu. Quelque chose d'absolument logique et raisonnable et qui existe même aux États-Unis, mais pas au Canada. Donc, je pense que ça va vraiment faire une différence pour protéger les victimes d'abus et de violences conjugales en lien avec le risque que leur agresseur possède des armes à feu. Il y a eu trop de cas où l'agresseur a pu garder ses armes légalement malgré que la victime avait une ordonnance de protection contre lui. Donc, visiblement, vous voyez ça d'un œil, cette nouvelle mouture du projet de loi d'un œil beaucoup plus positif. Heidi Reichten, je rappelle que vous êtes coordonnatrice du groupe Apolli se souvient. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.
Le jour du vote est presque arrivé en Ontario. Les électeurs ontariens vont se prononcer jeudi pour le choix de leur gouvernement après un mois de campagne électorale. Une campagne qui n'a peut-être pas soulevé les passions, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt non plus. Alors, je vais faire le point sur cette élection avec les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's à Kingston. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bon, à peu près tous les sondeurs s'entendent pour dire que le gouvernement de Doug Ford devrait être réélu et possiblement avec une majorité plutôt forte. Geneviève, est-ce qu'au fond, on assiste surtout à un statut d'opposition officielle entre le NPD et les libéraux dans cette élection? Ah oui, c'est incontestable. Il ne faut pas oublier, en 2018, les libéraux avaient pris une dégelée, là, comme on peut dire, et certains trouvés avec seulement 7 sièges. Alors, on parle quand même d'un parti important qui a été au pouvoir très longtemps. Et pour les libéraux, depuis 4 ans, c'est de se rebâtir. Alors, il faut évidemment pour eux qu'ils regagnent beaucoup plus de sièges et qu'ils forment l'opposition officielle. Mais évidemment, les néo-démocrates ont cette position-là en ce moment, alors ils vont tout faire pour la conserver. Alors, le suspense, finalement, ça va être jeudi, ça va être qui va être en deuxième position. Au niveau des intentions de vote, mais aussi au niveau des sièges. Ça se pourrait que celui qui arrive deuxième dans le vote populaire arrive troisième avec les sièges. Donc, il va y avoir un suspense aussi sur la redistribution régionale, puis le nombre de sièges que chaque parti va apporter. Donc, il y a quand même un suspense, comme vous dites, dans l'élection. Stéphanie, qu'est-ce qui explique ce retour en force de Doug Ford, qui était quand même, il faut le dire, plutôt impopulaire avant la pandémie? Oui, effectivement, le début du gouvernement Ford a été assez chaotique. Les premiers 18 mois ont été assez désastreux pour Doug Ford. Et je pense que la remontée de M. Ford est due à 2 éléments. D'une part, il a fait le ménage dans son propre bureau. Il s'est débarrassé en 2019 de certains éléments plus dogmatiques, notamment son chef de cabinet, Dean French, qui était vu comme extrêmement problématique, un personnage toxique qui s'interposait souvent entre le premier ministre et son caucus, ce qui voulait dire qu'il y avait des tensions aussi à l'interne même du parti. Mais la pandémie a aussi permis à M. Ford d'avoir un nouveau départ avec les Ontariens et la nouvelle face moins intransigeante, moins idéologique de Doug Ford qu'on a vu durant la pandémie, malgré certaines erreurs parfois importantes qui ont été faites dans la gestion de la COVID-19, a permis à l'électorat ontarien de voir Doug Ford sous un nouveau jour. Et comme on le voit dans la campagne actuelle, le métier a rentré depuis 4 ans. On a un Doug Ford qui se fait encore, assez populiste, qui fait le pari des idées simples et de la simplicité pour interpeller le gros bon sens. Mais on le voit avoir des positions beaucoup moins radicales, notamment sur les questions comme l'environnement et l'économie. Geneviève, si on revient sur les 4 dernières semaines de campagne, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du chef du Parti libéral, Stephen DeLuca? Est-ce qu'il a réussi finalement à se faire connaître davantage des Ontariens parce que c'était son défi au départ? Je ne pense pas. Et c'était ça le gros challenge, le gros défi pour les libéraux. On connaissait à peine M. Del Duca depuis qu'il avait été nommé chef du parti. On se demandait un peu ce qu'il faisait avant la campagne électorale. Peut-être qu'il faisait du terrain, il élaborait la plateforme, mais on le voyait très peu. C'est pas une personne non plus qui est très charismatique. Alors, on pensait pouvoir mieux le connaître durant la campagne électorale, ce qui ne s'est pas vraiment produit. Et même durant le débat des chefs, qui a peut-être été un moment fort de la campagne, ou qui aurait dû être un moment fort de la campagne, M. Del Duca s'est peut-être fait un petit peu le connaître, mais par la suite, c'est comme ça s'est replacé, c'est retombé à ce que c'était avant. Alors, à ce stade-ci de la campagne, on a l'impression que M. Del Duca, c'est plus le fardeau du Parti libéral qu'un atout, et il peine encore à se faire reconnaître par plusieurs électeurs. Oui, Stéphanie, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la performance de la chef du NPD, Andrea Haworth? Oui, Andrea Horwath a eu une campagne qui a quand même été pas facile. D'une part, elle a attrapé la COVID après l'avoir évité pendant 2 ans et demi. Ça veut dire qu'elle est restée à la maison pendant 5 jours, je crois, où elle a dû faire des événements par Zoom, elle a dû annuler plein d'événements. Il y a eu aussi des bris techniques durant la fin de la campagne, notamment l'avion du parti qui a été cloué au sol. Et donc, ça n'a pas permis à Mme Horwath de faire tout le terrain qu'elle aurait voulu faire. Mais au-delà de ces circonstances-là plus récentes, c'est quand même la 4e élection que les néo-démocrates ont avec Mme Horwath à leur tête. Et on a l'impression que les Ontariens se disent
on connaît la chanson, écoute un peu moins ce que Mme Horwath avait à dire cette fois-ci. Et donc, ça n'a pas vraiment aidé. Le fait que, bon, les néo-démocrates étaient aussi l'opposition officielle durant les 4 dernières années, mais face à un gouvernement avec une majorité confortable, ça ne les a pas non plus aidés à mieux se faire connaître de la part de l'électorat. On sait, notamment avec la COVID-19, que le gouvernement prenait beaucoup d'oxygène médiatique avec le résultat que l'opposition avait peine à se faire entendre. Ouais. Donc, finalement, on le disait d'entrée de jeu, c'est une campagne qui n'a pas donné lieu à des grands rebondissements. Geneviève, est-ce qu'il y a quand même eu des moments marquants dans cette campagne électorale? Est-ce qu'il y a des promesses qui se sont démarquées? Je pense que la principale promesse, c'est la promesse de Doug Ford, qui est la fameuse autoroute 413, qui résume pas mal toute la campagne électorale. Alors, M. Ford, dans son dernier budget, a dit, oui, il y a de l'argent pour les infrastructures, je vais réparer les routes, les infrastructures, les immeubles, mais aussi je vais construire de nouvelles routes, dont la fameuse autoroute 413 dans la grande banlieue de Toronto. Et c'est dénoncé par les environnementalistes, c'est dénoncé par les gens un peu plus à gauche qui disent, c'est pas de ça dont on a besoin, c'est le transport en commun. Et M. Del Duca a dit, moi, l'argent qui a été budgété pour cette autoroute-là, je vais la mettre dans les écoles. Alors, c'est un peu le débat qui se fait entre les néo-démocrates et les libéraux qui ont à peu près les mêmes promesses, et Doug Ford, qui disent, comment investir les fonds publics? Doug Ford dit, ça s'en va dans l'économie, construire des infrastructures, alors que les autres partis vont dire, non, il faut que ça aille dans le domaine social, la santé, l'éducation. Et c'est vraiment cette confrontation de deux visions-là qu'on voit durant la campagne électorale, qui, pour le moment, est à l'avantage de M. Ford. Alors, je vous résumerai en disant, l'autoroute 413. Bon, il fallait un peu plus vite. Je veux vous entendre sur la soirée de l'élection, jeudi, Stéphanie. Est-ce qu'il y a des circonscriptions que vous allez plus particulièrement surveiller? Oui, bien, on parlait de Stephen Del Duca tout à l'heure. On n'est pas certain que M. Del Duca va faire son entrée ou son retour, je devrais dire, à l'Assemblée législative. Il tente de prendre le siège dans Vaughan, qui était avant les élections, tenu par le ministre Michael Tibollo. Et pour le moment, ça demeure très peu clair. Donc, ça soulève la question à savoir si M. Del Duca n'est pas élu dans sa propre circonscription. Que va faire le Parti libéral de l'Ontario au lendemain des élections? Est-ce qu'il demeurera chef? Sinon, l'une des circonscriptions qu'on surveille, c'est Glengarry Prescott Russell, qui était détenue par Amanda Simard, qui avait quitté le Parti progressiste conservateur pour les libéraux. Et les progressistes conservateurs actuellement, avec Stéphane Sarrazin, semblent avoir une bonne possibilité de reprendre ce siège-là. Donc, les Franco-Ontariens vont surveiller ça de près. Ouais. Sinon, il y a quelques autres endroits, là, je sais qu'on doit aller vite, où il y a des luttes à 3, dont Scarborough Southwest, Humber River, Black Creek. Donc, vraiment, les 3 parties sont nez à nez. Sinon, un deuxième siège vert possible dans Parry Sound Muskoka. On va surveiller ça. Bon. Geneviève, un mot rapide peut-être sur les circonscriptions à surveiller de votre côté, ou si c'est la même chose? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Oui, mais j'en ajoute 2. Essex, dans le sud-ouest de l'Ontario. Le secteur d'automobile, c'est un château fort NPD, mais Doug Ford est allé le visiter souvent et il veut faire des gains conservateurs. Alors, est-ce que l'industrie d'automobile va voter finalement conservateur? Puis l'autre circonscription, Ottawa-Nepean-Ouest, qui avait été un château fort libéral, ravi par les conservateurs, les néo-démocrates le veulent, donc aussi dans la région d'Ottawa. Alors, est-ce que la fin du purgatoire libéral est terminée? Est-ce que les libéraux vont reprendre ce comté-là? Ça va être un bon comté qui va nous donner des indications la soirée de l'élection. Je termine sur les enjeux qui touchent plus particulièrement les Franco-Ontariens. Stéphanie, en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez pensé du débat en français? Est-ce que ça a répondu aux attentes des Franco-Ontariens? Oui, je pense que ça a permis de clarifier les grands enjeux et ce que les partis avaient à mettre à la table pour les Franco-Ontariens, compte tenu qu'on en a très peu parlé dans le reste de la campagne. Donc, les 3 enjeux, en particulier l'indépendance du commissariat au service en français, l'Université de Sudbury et la main-d'œuvre francophone. Sur ces 3 enjeux-là, les partis de l'opposition font front commun, tandis que les progressistes conservateurs, c'est assez peu clair. Donc, la grande conclusion de cette élection, jeudi. Geneviève et Stéphanie, je vous remercie beaucoup de vos lumières et je vous souhaite une excellente soirée électorale jeudi. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 31 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.